L'appartement était devenu un musée du silence. Chaque soir, je rentrais du travail pour la trouver déjà séquestrée dans le bureau. La porte fermée, la lumière de son ordinateur portable projetant des ombres sous la fente. Le dîner était une affaire solitaire. Des restes réchauffés au micro-ondes, mangés en faisant défiler mon téléphone, le tintement de ma fourchette contre l'assiette, seul son dans notre maison vide. Cela n'avait pas toujours été ainsi. Il fut un temps où elle m'accueillait à la porte, où nous cuisinions ensemble, où les rires remplissaient ses pièces. Mais quelque part en cours de route, à peu près au moment où elle a commencé chez Dubois et Martin, les choses ont changé. Les nuits tardives sont devenues encore plus tardives. La chaleur dans ses yeux s'est refroidie en indifférence. Et moi? J'étais devenu un meuble, fonctionnel, attendu, mais totalement quelconque. On peut parler, avais-je demandé un soir, me tenant dans l'embrasure de la porte de son bureau. Elle n'a pas levé les yeux de son écran. Je suis débordé. Cette présentation est pour demain. Tu es toujours débordé. Parce que j'essaie de construire une carrière. Certains d'entre nous ont des ambitions. Les mots ont piqué plus qu'elle ne l'avait probablement voulu. Ou peut-être exactement autant qu'elle l'avait voulu. J'ai fermé la porte doucement et je suis parti. Une autre conversation mourant avant même d'avoir pu commencer. Le schéma s'est répété pendant des mois. Je tendais la main. Elle se retirait. Je suggérais un dîner en amoureux. Elle avait un événement professionnel. J'essayais de discuter de notre mariage. Elle me disait que j'étais dramatique. Lentement, imperceptiblement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai rempli mes soirées avec la salle de sport, de vieux amis, des passe-temps que j'avais abandonnés. J'ai arrêté de l'attendre. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. Si elle l'a remarqué, elle n'a rien dit. Puis est arrivé l'email. Objet, gala annuel Dubois et Martin au conjoint bienvenu. Je l'ai fixé sur l'écran de mon téléphone, sachant déjà ce qui allait arriver. Effectivement, ce soir-là, elle est sortie de son bureau plus tôt que d'habitude, son expression presque nerveuse. Alors, le cabinet organise sa soirée annuelle samedi prochain, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir de la cuisine. C'est assez important. Tous les associés seront là et quelques clients potentiels que je courtise. D'accord, dis-je d'un ton neutre, en continuant de couper des légumes pour mon dîner. J'ai besoin que tu viennes avec moi. J'ai levé les yeux à ce « besoin ». Oui, besoin. Elle a croisé les bras. C'est important pour mon image. Tous les autres amènent leurs conjoints. Ça fait mauvais genre si je viens seul. Comme si je ne pouvais pas maintenir une vie de famille stable. Voilà. Pas, je veux que tu sois là, ou, j'aimerais que tu m'accompagnes. J'étais un accessoire pour compléter son costume professionnel. S'il te plaît, ajouta-t-elle, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. Juste pour cette fois, tu n'es même pas obligé de rester toute la soirée. Fais juste une apparition, souris pour quelques photos, discute avec quelques personnes. J'ai posé le couteau et je l'ai étudié. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Elle était plus mince, des cernes sous les yeux, mal dissimulées par le maquillage. Son chemisier de créateur était impeccable, mais ses doigts trituraient nerveusement l'ourlet. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Qu'est-ce que j'y gagne, ai-je demandé doucement. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu m'as ignoré pendant des mois. Tu m'as traité comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Et maintenant tu veux que je joue le mari dévoué pour tes collègues. Ce n'est pas juste. J'ai été occupé. Et moi, j'étais là à attendre, à essayer jusqu'à ce que j'arrête. Je me suis retourné vers mes légumes. Mais bien sûr, j'irai à ta soirée. Je mettrai même un beau costume. Je sourirai et serai charmant. Le soulagement inonda son visage. Merci. Je n'ai pas fini, l'interrompis-je. J'irai et je serai parfaitement poli, mais ne t'attends pas à ce que je prétende que tout va bien entre nous. Ne t'attends pas à ce que je te tourne autour toute la nuit ou que je joue le partenaire dévoué. Tu me veux là pour les apparences? Très bien. Mais c'est tout ce que tu auras. Des apparences. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis hocha la tête avec raideur. Très bien, tant que tu es là. Alors qu'elle retournait à son bureau, je me demandais si elle comprenait ce que je disais vraiment. Probablement pas.
Elle ne m'écoutait plus depuis longtemps. La fête était dans 6 jours. J'ai commandé un nouveau costume en ligne et je suis retourné préparer le dîner pour une personne. La salle de bal de l'hôtel de la Seine était exactement ce à quoi je m'attendais. Des lustres en cristal, des tables nappées de blanc, et une foule de gens portant l'ambition comme une eau de Cologne hors de prix. Elle avait été tendue pendant tout le trajet, vérifiant son maquillage dans le miroir du pare-soleil, ajustant sa robe émeraude pour la 12e fois. « Souviens-toi, dit-elle alors que nous entrions dans le parking, Michel Fournier sera là, c'est l'associé principal dont je t'ai parlé, et Sophie Kang du comte Chenot. S'il te plaît, sois engageant. Je serai délicieux, l'assurai-je, mon ton assez plat pour qu'elle me lance un regard. À l'intérieur, elle se transforma instantanément. La femme nerveuse de la voiture avait disparu, remplacée par quelqu'un de confiant, de radieux, naviguant dans la salle avec une aisance bien rodée. Sa main trouva mon coude alors que nous entrions, un geste qui m'aurait réchauffé il y a des mois. Maintenant, cela ressemblait à une laisse. Voilà Michel. Elle m'a tiré vers un homme aux cheveux argentés qui tenait salon près du bar. Michel, si heureux de te voir. Les présentations furent mécaniques. J'ai serré des mains, souri de manière appropriée, ri au bon moment. J'ai été le mari parfait pendant exactement 10 minutes. Puis je me suis excusé. Je vais chercher un verre, murmurai-je. Tu veux quelque chose? Non, ça va. Elle m'a à peine regardé, déjà plongée dans une conversation sur les projections trimestrielles. Au bar, j'ai commandé un whisky et j'ai balayé la salle du regard. C'est là que je l'ai remarqué. La trentaine, une barbe de 3 jours, parlant avec animation à un groupe près des fenêtres. Mais toutes les quelques secondes, ses yeux dérivaient vers ma femme, et chaque fois, elle semblait briller un peu plus. Intéressant. Première fois à une de ces séances de torture? Une femme est apparue à côté de moi, faisant signe au barman. Elle était petite, le regard vif, avec un badge au nom de Jennifer Garcia, directrice marketing. C'est si évident? Vous avez l'air de quelqu'un qui contemple une issue de secours. Elle a souri. Je suis Jennifer. Et vous êtes mariée à la femme qui monopolise actuellement Michel Fournier, dis-je en levant mon verre dans leur direction. Ah, vous êtes son mari. Elle parle de vous. Quelque chose dans le ton de Jennifer me fit douter que ce soit entièrement positif. Elle est très ambitieuse, l'une des étoiles montantes. C'est ce qu'on me dit. Nous avons entamé une conversation facile. Jennifer était drôle, pleine d'autodérision sur ses propres difficultés professionnelles et d'une franchise rafraîchissante sur la politique de bureau. Quand un autre collègue nous a rejoints, Thomas, de la comptabilité, la conversation s'est élargie en un groupe confortable. J'ai vu ma femme jeter un coup d'œil une fois, puis deux. La deuxième fois, ses yeux se sont légèrement plissés quand elle m'a vu rire à quelque chose que Jennifer avait dit. Bien. Laisse-la se poser des questions. Votre femme a l'air de vouloir me tuer, murmura Jennifer, sans méchanceté. Devrais-je m'inquiéter? Seulement si vous avez peur de quelqu'un qui a passé les 3 derniers mois à me traiter comme du lait périmé. Les sourcils de Jennifer se haussèrent, mais elle eut la délicatesse de ne pas insister. Au lieu de cela, elle m'a présenté à d'autres personnes. J'ai découvert que j'étais en fait bon à ça. Le réseautage, la petite conversation, les contacts informels. Sans ma femme pour me servir d'encre, j'étais libre d'être moi-même. Les gens y étaient réceptifs. 1 heure passa, puis une autre. J'ai parcouru la salle comme un homme politique, collectant des cartes de visite, partageant des histoires, me connectant sincèrement avec des inconnus qui me trouvaient plus intéressants que je ne me l'étais trouvé moi-même depuis des mois. Et pendant tout ce temps, je sentais son regard me suivre comme un projecteur. Finalement, elle est apparue à mon coude, son sourire tendu. « Je peux te parler ? » Bien sûr. Je me suis excusé d'une conversation sur le football fantastique et je l'ai suivie dans un coin tranquille. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle. « Je me mêle aux autres. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Je voulais que tu restes avec moi, que tu m'aides à nouer des contacts. » J'ai incliné la tête. Tu m'as dit d'être engageant. Je suis engageant, juste pas exclusivement avec toi. Sa mâchoire se crispa. Les gens demandent où tu as disparu. Ça paraît bizarre qu'on ne soit pas ensemble. Le serait-ce ? Parce que depuis des mois, nous ne sommes pas ensemble. Je ne fais que rendre ça visible.
J'ai gardé ma voix égale, presque gentille. Tu voulais des apparences. Nous voilà, en train d'apparaître, juste pas de la manière que tu avais scénarisé. Tu es puéril. Je suis honnête. Il y a une différence. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis arrêté. Au fait, qui est le type près des fenêtres? Celui que tu n'arrêtes pas de regarder. Elle a rougi. C'est Adrien. C'est juste un collègue. Bien sûr. J'ai souri sans chaleur. Profite de ta soirée. Je serai dans les parages. Je l'ai laissé là et j'ai rejoint le groupe de Jennifer qui disséquait maintenant les terribles choix du traiteur. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Adrien s'approcher de ma femme. Je les ai vus parler à voix basse. Je l'ai vu faire un geste dans ma direction. Les yeux d'Adrien m'ont trouvé, l'évaluation claire dans son regard. Le truc, quand on est invisible pendant des mois, c'est qu'on apprend à voir très clairement. Depuis mon point d'observation près de la table des desserts, je regardais les dynamiques subtiles de la salle comme un documentaire animalier. Les hiérarchies, les alliances, la danse prudente de l'ambition et de l'ego. Et j'ai regardé ma femme paniquer. Elle revenait sans cesse vers Michel Fournier, riant trop fort à ses blagues, touchant son bras avec une familiarité étudiée, mais ses yeux ne cessaient de se darder vers moi. Vers Adrien, puis de nouveau vers moi. La femme confiante qui était entrée 2 heures plus tôt commençait à se fissurer. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Jennifer était réapparue avec une assiette de minuscules desserts qui coûtaient probablement plus cher qu'il ne le valait. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui fait attention, ce qui, pour information, est le cas de plusieurs personnes. Elle a mis une truffe au chocolat dans sa bouche. La machine à rumeurs tourne déjà à plein régime. Apparemment, tu es soit en train de me tromper avec moi, B, sur le point de la quitter, ou C, les deux. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. C'était rapide. Les fêtes de bureau sont en gros des colisées romains. Tout le monde est là pour le sang. Elle m'a étudié avec curiosité. Alors, quelle est la véritable histoire? Tu n'es pas obligé de me le dire, mais tu as l'air d'avoir besoin de le dire à quelqu'un. Peut-être que c'était le whisky. Peut-être que c'était les mois de silence. Peut-être que c'était juste agréable que quelqu'un me le demande. Je lui ai donné la version abrégée, l'absence émotionnelle, le mépris, la lente mort de l'effort. Jennifer a écouté sans jugement. Quand j'ai fini, elle a juste hoché la tête. Et ce soir était censé être sa façon de te récupérer comme son trophée devant la foule. Quelque chose comme ça. Eh bien, tu ne coopères certainement pas, elle a souri. J'approuve. La résistance passive est sous-estimée. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu ma femme s'extraire d'une conversation et se diriger vers Adrien. Il était seul maintenant, vérifiant son téléphone. Quand elle s'est approchée, il a levé les yeux, mais son sourire était poli, distant. Ils ont parlé peut-être 30 secondes avant qu'il ne s'excuse, la laissant seule au milieu de la salle de bal. La vulnérabilité sur son visage était frappante. Un instant, elle a semblé perdue, scrutant la foule comme si elle cherchait une bouée de sauvetage. Ses yeux ont trouvé les miens. J'ai levé mon verre en un petit salut et je me suis retourné vers Jennifer. C'est froid, murmura Jennifer. C'est juste, ai-je corrigé. La soirée a continué. On m'a présenté à la femme d'un associé principal qui partageait mon amour pour les romans policiers. Nous avons passé 20 minutes à discuter avec enthousiasme des rebondissements et des narrateurs peu fiables. J'ai aidé un stagiaire maladroit à naviguer dans une conversation avec le directeur financier. J'ai même fini par avoir une discussion étonnamment profonde sur l'urbanisme avec Thomas de la comptabilité. Et pendant tout ce temps, ma femme dérivait à travers la fête comme un fantôme, essayant de recapturer la magie du début de soirée et échouant. Les gens étaient polis mais distraits. Les conversations qui auraient dû être des opportunités en or s'essoufflaient. Adrien l'évitait complètement, restant de l'autre côté de la pièce. À un moment donné, Sophie Kang, la cliente que ma femme avait mentionnée, s'est approchée de moi à la place. Vous êtes son mari, n'est-ce pas? Sophie avait la manière directe de quelqu'un qui ne perd pas de temps. Elle essaie d'obtenir un rendez-vous avec moi depuis des semaines. J'ai entendu. Dites-moi quelque chose. Elle est bonne dans son travail. Je peux le voir dans la proposition qu'elle a envoyée. Mais est-ce quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Quelqu'un qui tient ses engagements.
La question flottait entre nous, chargée de sous-entendus. J'aurais pu mentir. J'aurais pu jouer le conjoint solidaire. Dire toutes les bonnes choses. Il y a 6 mois, je l'aurais fait. Honnêtement, j'ai soutenu son regard. Je ne sais plus. Elle l'était, mais dernièrement, elle est très douée pour dire ce que les gens veulent entendre et très mauvaise pour tenir parole. Sophie a hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. Merci pour l'honnêteté. Elle s'est éloignée et j'ai ressenti une pointe de culpabilité rapidement réprimée. J'avais dit la vérité. Si cela nuisait aux perspectives de ma femme, eh bien, peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de traiter notre mariage comme une chose secondaire. À 22h, la fête touchait à sa fin. Ma femme m'a trouvé près du vestiaire, son maquillage parfait montrant maintenant des fissures, ses yeux rougis. Nous devons partir, dit-elle doucement. D'accord. Le trajet en voiture fut silencieux pendant les 10 premières minutes. Puis, à un feu rouge, elle a parlé. Tu m'as saboté ce soir. J'ai gardé les yeux sur la route. J'ai fait exactement ce que tu as demandé. Je suis venu. J'ai été poli. Je me suis mêlé aux autres. Tu m'as ignoré. Tu m'as fait passer pour une idiote. Non, dis-je calmement. J'ai arrêté de te mettre en valeur. Il y a une différence. Pendant des mois, tu m'as ignoré, méprisé, traité comme si j'étais un fardeau avec lequel tu étais coincé. Ce soir, je t'ai simplement renvoyé la même énergie. Qu'est-ce que ça t'a fait? Elle n'a pas répondu. Quand j'ai jeté un coup d'œil, des larmes coulaient sur son visage, ruinant ce qui restait de son mascara. Tout le monde parlait de nous, a-t-elle murmuré, de la distance que tu mettais. Sophie Kang ne répond plus à mes appels maintenant. Michel m'a à peine parlé après la première heure. Et Adrien? Quoi, Adrien? Elle s'est couvert le visage de ses mains. Il m'a évité toute la nuit. Il ne voulait même pas me regarder. Peut-être qu'il n'est pas intéressé par quelqu'un dont le mariage est clairement en train de s'effondrer, ai-je suggéré. Ou peut-être qu'il n'est tout simplement pas si intéressé par toi. C'est cruel. C'est honnête. J'ai garé la voiture dans notre résidence. Tu me voulais là comme un accessoire, mais les accessoires n'ont pas de sentiment. Moi, si, et les miens sont épuisés. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Je l'ai entendu faire les 100 pas dans le salon. Le son doux des pleurs, le son encore plus doux des glaçons dans un verre. Vers 3 heures du matin, la porte de notre chambre a grincé. Tu es réveillé. Sa voix était petite, rien à voir avec la professionnelle confiante de tout à l'heure. Je le suis maintenant. Elle s'est assise sur le bord du lit, gardant une distance entre nous. Dans l'obscurité, je pouvais à peine distinguer sa silhouette, les épaules voûtées, la tête baissée. Je n'avais pas réalisé, commença-t-elle, puis s'arrêta. Non, c'est un mensonge. Je l'avais réalisé. Je ne pensais juste pas que tu arrêterais un jour d'essayer. Point que tu arrêterais vraiment, ai-je terminé pour elle. Oui. Le mot était à peine audible. Tu as toujours été là. Toujours patient, toujours compréhensif. Je pensais que c'était juste ta nature, notre nature. Je me suis assis, j'ai allumé la lampe de chevet. Elle avait une mine affreuse. Les yeux gonflés, les cheveux en désordre, portant toujours la robe émeraude qui avait semblé si parfaite des heures plus tôt. Maintenant, elle avait juste l'air chère et inconfortable. Parle-moi d'Adrien, ai-je dit. Elle a tressailli. Il n'y a rien à dire. Ne me mens pas. Pas maintenant. Tu es émotionnellement absente de ce mariage depuis des mois, et ce soir, tu l'as regardé comme tu me regardais autrefois. Alors dis-moi la vérité. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle a parlé. C'est un collaborateur senior. Intelligent, ambitieux, drôle. Nous avons beaucoup travaillé tard ensemble. Il me donnait l'impression d'être vue, importante, pas comme une épouse ou un fardeau, mais comme quelqu'un qui comptait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais apporter. Alors, tu as eu une liaison. Non. Elle a vivement relevé la tête. Non, je ne l'ai pas fait. Je le voulais, mon Dieu. Je le voulais, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis laissé imaginer. Je me suis laissé emporter par le fantasme d'être quelqu'un de nouveau, quelqu'un sans engagement ni complication.
Et moi, qu'étais-je dans ce fantasme? Tu étais la complication. Sa voix s'est brisée. La chose qui me retenait de cette nouvelle version excitante de moi-même, et je t'en voulais pour ça, d'être stable et fiable et toujours là. Parce que ça voulait dire que je ne pouvais pas simplement m'échapper. L'honnêteté était brutale, mais au moins c'était honnête. Que s'est-il passé ce soir, ai-je demandé, avec Adrien. Il m'a dit qu'il était fiancé. Sa petite amie, sa fiancée maintenant, travaille dans son ancien cabinet. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Elle a ri amèrement. Tout ce temps, je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais j'étais juste une amie de travail, quelqu'un avec qui déjeuner, avec qui se plaindre des dossiers. Il n'avait aucune idée que j'étais que je pensais, qu'il était à porte de sortie. Elle a hoché la tête misérablement. Et puis ce soir, en te regardant rire avec tous ces gens, en te regardant être charmant et engageant et tout ce que tu es toujours, mais pas avec moi. Pas pour moi. J'ai réalisé ce que j'avais jeté. Ce que j'étais encore en train de jeter. J'aurais dû me sentir vengé, triomphant, même. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Tu sais quelle a été la pire partie, ai-je demandé. Pas la distance. Même pas la liaison émotionnelle qui n'en était pas tout à fait une. C'était de sentir que je ne comptais pas. Comme si j'étais un personnage non joueur dans ta vie. Juste là pour que ton histoire fonctionne, mais pas une vraie personne avec de vrais sentiments. Je suis désolé. Les larmes ont recommencé. Je suis tellement désolé. J'ai été égoïste et cruel et je t'ai pris pour acquis. Je pensais que tu serais toujours là, toujours à moi, peu importe à quel point je te traitais mal. Je pensais que je pouvais avoir les deux. Mes ambitions professionnelles et toi attendant patiemment à la maison. Tu aurais pu, dis-je doucement, si tu m'avais juste parlé. Si tu m'avais inclus au lieu de m'exclure. Je n'ai jamais voulu te retenir. Je voulais être ton partenaire, pas ton obstacle. Je le sais maintenant. Je le sais. Trop tard. Les mots sont tombés entre nous comme une guillotine. Elle me fixa, des larmes tachées de mascara coulant sur son visage. Quoi? J'ai dit, c'est trop tard. J'ai soutenu son regard fermement. Ce soir? Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition calculée. C'était moi réalisant que je ne veux pas être marié à quelqu'un qui ne m'accorde de la valeur que lorsqu'elle pense qu'elle est en train de me perdre. Je ne veux pas passer ma vie à attendre que tu te souviennes que j'existe. S'il te plaît. Elle a attrapé ma main. Je l'ai laissé la prendre, mais je n'ai pas serré en retour. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais changer. Je prendrai le temps. Nous pouvons aller en thérapie. Je vais, tu vas quoi? Faire des promesses que tu ne peux pas tenir à nouveau. J'ai retiré ma main doucement. Je t'ai observé ce soir. Je t'ai vraiment observé et j'ai réalisé quelque chose. Tu n'étais pas contrarié parce que notre mariage s'effondre. Tu étais contrarié parce que ça te donnait une mauvaise image devant tes collègues. Parce qu'Adrien n'était pas intéressé. Parce que ton image, soigneusement construite, s'est fissurée. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand es-tu venu me voir ce soir? Après la fin de la fête et la ruine de ta soirée professionnelle. Pas quand tu m'as vu rire avec Jennifer. Pas quand tu as réalisé que je ne jouais pas le rôle que tu m'avais assigné. Seulement quand ça t'a finalement impacté. Elle ne pouvait pas argumenter parce que nous savions tous les deux que c'était vrai. Je t'aime, a-t-elle murmuré. Je sais que je ne l'ai pas montré, mais je t'aime. Peut-être que oui, mais l'amour ne suffit pas quand il n'est pas accompagné de respect, de considération, du fait de voir réellement son partenaire comme une personne. Je me suis levé, j'ai attrapé mon oreiller. Je dors sur le canapé. Demain, nous pourrons parler de la suite, mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Ne pars pas, sa voix était désespérée. S'il te plaît, reste. Parle-moi. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. C'est tout ce que je voulais pendant des mois. Que tu restes. Que tu me parles. Maintenant tu sais ce que ça fait. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du salon. Dure et impitoyable. Je me suis réveillé pour la trouver assise dans le fauteuil en face du canapé, toujours dans cette robe émeraude, me regardant dormir. Depuis combien de temps était-elle là, je ne saurais le dire.
J'ai réfléchi, dit-elle quand elle vit mes yeux s'ouvrir, toute la nuit. À tout ce que tu as dit, à tout ce que j'ai fait. Je me suis redressé, mon cou protestant contre l'angle inconfortable du canapé. Et tu as raison sur tout. Sa voix était rauque à force d'avoir pleuré, de manque de sommeil. J'ai été horrible, égoïste. Je me suis convaincu que ma carrière était la chose la plus importante. Que tout le reste, tout le monde, devait simplement s'y accommoder, y compris toi. Pourquoi? C'était une question simple, mais à laquelle je n'avais jamais vraiment eu de réponse. Pourquoi suis-je devenu l'ennemi? Elle a ramené ses genoux contre elle, les serrant comme une enfant. Parce que tu étais une valeur sûre. Parce que je savais que peu importe à quel point je te traitais mal, tu serais toujours là. Tu es devenu l'endroit où je pouvais être la pire version de moi-même parce que tu m'aimais assez pour l'accepter. Elle a ri amèrement. Mon Dieu, ça sonne encore plus horrible à voix haute. En effet. Ma mère a fait la même chose à mon père, continua-t-elle doucement. Travaillait tout le temps, faisait de lui la dernière des priorités, le prenait pour acquis, et il est resté. Pendant 30 ans. Il est resté. Et elle a juste continué à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui que du ressentiment et du silence. J'avais juré de ne jamais être comme elle. Et pourtant, elle m'a regardé avec une honnêteté brute. Quelque part en cours de route, je suis devenu exactement ce que je craignais. La différence, c'est que tu n'es pas mon père. Tu ne vas pas rester et te dissoudre lentement dans l'amertume. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. Notre appartement donnait sur un petit parc où les joggeurs matinaux étaient déjà sortis, commençant leur journée avec détermination et énergie. Tout dehors semblait si normal, si éloigné des décombres de notre mariage. Je ne veux pas divorcer, ai-je dit finalement. Pas vraiment. Mais je ne peux pas non plus revenir à la situation d'avant. Je ne te le demande pas, elle s'est levée, est venue se tenir à côté de moi, proche mais sans me toucher. Je demande une chance de faire mieux, d'être vraiment ta partenaire, pas ton fardeau ou ton porteur de fardeau. Les mots sont faciles à 5 heures du matin quand on a peur d'être seul. Ils le sont, a-t-elle convenu, c'est pourquoi je n'offre pas seulement des mots. Elle a sorti son téléphone, m'a montré son écran. C'était un email horodaté à 4h47, adressé à son patron. Je demande un transfert dans un autre département, un avec des horaires normaux, plus de nuits tardives, plus d'urgence le week-end. J'ai aussi refusé le poste d'associé senior que je convoitais. J'ai fixé l'email. Tu ne peux pas faire ça. Tu as travaillé si dur. Pourquoi, a-t-elle interrompu? Pour impressionner des collègues qui connaissent à peine mon nom? Pour courir après un partenariat qui consommerait ce qui reste de ma vie? Hier soir, j'avais tout ce que je pensais vouloir apporter demain. Et tout ce à quoi je pouvais penser. C'était à quel point c'était vide sans que tu sois réellement là avec moi, pas juste à côté de moi. Un email ne répare pas des mois de négligence. Je sais que non, mais c'est un début. Elle m'a enfin regardé, m'a vraiment regardé comme elle le faisait autrefois. Je ne peux pas défaire le mal que j'ai fait. Je ne peux pas te rendre les mois de solitude et de sentiments d'invisibilité, mais je peux promettre de passer autant de temps qu'il le faudra à essayer de réparer les choses, si tu me le permets. Je voulais la croire, mon Dieu. Une partie de moi voulait désespérément la croire. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée et méprisée et oubliée, hurlait des avertissements. J'ai besoin de le voir, ai-je dit prudemment. Pas des promesses, pas de grands gestes, juste une preuve quotidienne et constante que je compte pour toi, que nous comptons pour toi. D'accord. Elle a hoché la tête. D'accord. De quoi as-tu besoin? Une thérapie pour nous deux, ensemble et séparément. J'ai besoin que tu y assistes vraiment, pas que tu annules à cause d'urgences professionnelles. Fait. J'ai besoin de vraies conversations sur ta journée, sur la mienne, sur nous. Pas seulement de la logistique et de la planification, mais une vraie connexion. Oui. Et j'ai besoin que tu comprennes que reconstruire la confiance prend du temps. Je ne vais pas juste appuyer sur un interrupteur et redevenir le mari dévoué qui attend patiemment pendant que tu construis ton empire. Si tu retombes dans tes vieilles habitudes. C'est fini. Pas de seconde chance après celle-ci. Elle a hoché la tête, des larmes coulant à nouveau sur son visage. Mais celle-ci était différente. Pas paniquée ou désespérée, mais quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement.
Je peux te prendre dans mes bras, a-t-elle demandé timidement. J'ai hésité, puis j'ai acquiescé. Elle a passé ses bras autour de moi, et pour la première fois depuis des mois, cela n'a pas semblé être une obligation ou une performance. C'était comme deux personnes brisées essayant de savoir si elles pouvaient être entières ensemble. Je t'ai vu hier soir, a-t-elle murmuré contre ma poitrine. Je t'ai vraiment vu. La façon dont tu t'illuminais en parlant aux gens, la façon dont ils te répondaient. Tu étais magnifique. Et j'ai réalisé que j'ai été tellement occupé à poursuivre mes propres rêves que j'ai oublié de voir les tiens. J'ai oublié de te voir. J'ai failli oublier aussi, ai-je admis. Hier soir m'a rappelé que je suis plus que ton mari. Je suis une personne et je mérite d'être traité comme telle. C'est vrai. Absolument. Nous sommes restés là alors que le soleil montait plus haut, aucun de nous ne voulant lâcher le premier. Finalement, elle s'est reculée. Je devrais prendre une douche, changer cette robe, peut-être dormir quelques heures. D'accord. Et puis peut-être que nous pourrions prendre le petit déjeuner quelque part de sympa et juste parler. Vraiment parler. Je l'ai considéré attentivement. Le visage maculé de maquillage, la robe de créateur froissée, la vulnérabilité dans ses yeux. Tout était réel. Est-ce que ça durerait? Je ne pouvais pas le savoir. Mais peut-être que ça valait la peine de le découvrir. Un petit déjeuner semble une bonne idée, ai-je dit. 3 mois plus tard, nous étions assis dans un restaurant différent. Pas chic, juste notre bistrot de quartier, partageant une omelette et nous disputant de bonne humeur pour savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza. Son téléphone a vibré. Elle y a jeté un œil, puis l'a retourné face contre la table. Le travail, ai-je demandé. Ça peut attendre lundi. Elle a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. Je suis là maintenant. Et elle l'était. Pas parfaitement. Il y avait encore des jours difficiles, encore des moments où les vieilles habitudes essayaient de se réaffirmer. La thérapie était difficile, inconfortable et nécessaire. Nous avons dû réapprendre à être mariés l'un à l'autre. Nous avons dû reconstruire des fondations qui s'étaient effritées. Mais elle essayait, chaque jour, de petites et de grandes manières. Elle essayait. Rentrer à des heures raisonnables, demander comment s'était passée ma journée et écouter vraiment, ranger son téléphone pendant le dîner, se souvenir que le mariage était un partenariat, pas une performance. La fête du cabinet l'année suivante fut différente. Nous sommes arrivés ensemble et sommes restés ensemble. Pas parce qu'elle avait besoin de moi comme accessoire, mais parce que nous voulions vraiment être là en tant qu'unité. Quand Jennifer s'est approchée avec un sourire entendu, ma femme a tendu la main la première. Je ne pense pas que nous ayons été correctement présentés, dit-elle chaleureusement. Je suis sa femme. Merci d'avoir été gentil avec lui quand je ne l'étais pas. Jennifer cligna des yeux, surprise, puis lui serra la main. Tout le monde mérite de la gentillesse. Je suis contente que vous l'ayez compris. Plus tard, alors que nous dansions sur une chanson pop oubliable, elle a posé sa tête sur mon épaule. Est-ce que tu me pardonnes, a-t-elle demandé doucement. Vraiment? J'y travaille, ai-je répondu honnêtement. Certains jours plus que d'autres. C'est juste. Mais je suis là et j'essaie aussi. Ça compte pour quelque chose. Ça compte pour tout. La vérité, c'est que nous ne serions plus jamais le couple que nous étions avant. Cette version de nous était morte quelque part dans ces mois de silence et de négligence. Mais peut-être, juste peut-être, que nous étions en train de construire quelque chose de mieux, de plus honnête, de plus résilient, de plus réel. Et si cela signifiait se souvenir de la fête où tout a éclaté, où j'avais renvoyé l'énergie qu'elle m'avait donnée et regardé son monde se fissurer, eh bien, peut-être que c'était un souvenir qui valait la peine d'être gardé. Pas comme une arme ou un rappel de la douleur, mais comme un marqueur de là où nous avions été et du chemin que nous avions parcouru. Je t'aime, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Et lentement, prudemment, j'apprenais à y croire à nouveau. La chanson s'est terminée, la fête a continué, et nous sommes restés ensemble, non pas parce que nous le devions, mais parce que nous l'avions choisi. Chaque jour, nous choisissions, et cela faisait toute la différence.